Bonjour à tous, on va commencer tranquillement en attendant que les dernières personnes arrivent. Donc merci d'avoir été avec nous pour ce J1 de festival. On est sur le dernier talk et pour moi, à titre personnel, pas des moindres. Je trouve que la question est hyper intéressante. Comment les marques aujourd'hui peuvent émerger sur ChatGPT? Finalement, c'est probablement la prochaine étape pour tous. On sait qu'aujourd'hui, ChatGPT est un assistant personnel, un filtre, un prescripteur et entretient des relations extrêmement privilégiées avec les consommateurs. Donc, dans cette grande question et dans ce nouvel environnement qui s'additionne à tant d'autres, comment les marques font aujourd'hui pour pouvoir être recommandées? C'est finalement le vrai prochain défi. Donc, pour en parler avec nous, Mathieu Cruc, qui est directeur général de Brainsonic, que je ne présente plus, qui nous accompagne depuis les débuts de l'IA sur le décryptage de l'IA dans les pages de notre magazine. Et Jérémy Lacoste, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous accueillir sur un de nos talks. Vous êtes directeur général d'Eskimos, qui est un spécialiste du SEO et de la data. Et dans ce cadre, vous accompagnez de nombreuses marques sur leur stratégie de performance et désormais sur Google, mais aussi sur les interfaces conversationnelles. Alors, la première question, elle est très simple pour tous les deux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en termes d'utilisation avec tous ces nouveaux d'ailleurs plus tellement, mais avec tous ces moteurs d'IA générative type ChatGPT? Bonjour. Alors, ça reste quand même nouveau parce qu'on va dire ChatGPT, l'IA, c'est pas récent, mais on va dire pour ma mère, c'est 2022. Donc 2022-2025, c'est quand même il n'y a pas si longtemps. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une appropriation qui est relativement massive. Alors, je présume que tout le monde doit avoir un téléphone, tout le monde doit avoir au moins ChatGPT ou Gemini en forfait payant. Et donc, ce que l'on observe, c'est que les gens, ils prennent le réflexe de plus en plus d'utiliser l'IA pour à peu près tout et n'importe quoi. Alors au début, c'était pour générer des choses, c'était pour rigoler, etc. Et puis au fur et à mesure aussi que les modèles deviennent de plus performants, maintenant que les modèles aussi vont chercher sur Internet, ce que l'on observe, c'est que les gens, quand ils ont une idée, une réflexion, ils commencent à utiliser ces outils-là pour aller chercher de l'information qui peut être sur Internet. Et en fait, le phénomène, il est encore minoritaire, mais en fait, il est en forte croissance. Et là, il y a je vais faire sans regarder parce que je vois la slide dans le miroir en face. Derrière moi, vous avez du coup une étude qui est sortie tout récemment sur la consommation et l'accès à l'information aux États-Unis. C'était à peu près avant l'été. Alors, outre le fait que, par exemple, les réseaux sociaux sont passés devant la télévision comme source d'information, on a surtout un petit chiffre noir en bas qui s'appelle un petit chiffre EI News, 7%. Et c'est en fait que sur ce genre de graphique maintenant, vous avez les moteurs génératifs qui commencent à arriver comme source d'information. Et en fait, ce réflexe-là, il suffit de regarder surtout les 18-25 ans qui sont les plus consommateurs des IA, ça devient un réflexe qui est un réflexe croissant, et ce, malgré finalement des erreurs qui peuvent persister, les hallucinations. Mais le sujet n'est même pas là, le sujet qui est que factuellement, on observe qu'il y a une accélération majeure dans l'utilisation de ces outils pour aller chercher de l'information. Est-ce que tu souhaites commenter la slide 2 du coup? Alors oui, cette slide-là, elle est aussi intéressante parce que moi je fais beaucoup d'interventions sur l'IA et on va avoir un biais qui est se dire l'IA dans le professionnel, mais en fait l'IA c'est pas un sujet professionnel, enfin en tout cas pas prioritairement. ChatGPT c'est utilisé à 75% pour des usages perso. Alors le chiffre, c'est pas moi qui l'invente, c'est OpenAI qui a fait des études récemment. Et donc les premiers sujets, notamment les sujets majoritaires, ça va être du questionnement sur du how-to, de l'éducation, comment organiser mes vacances, quoi faire cette semaine, comment perdre du poids, où partir en week-end. Donc c'est tous ces questionnements du quotidien. Les gens prennent le réflexe, et en fait, plus ils prennent le réflexe, plus ils progressent aussi dans la manière de converser avec une IA générative. Et donc ça devient un mécanisme qu'ils peuvent utiliser dans le pro, mais surtout se perfectionner dans le perso. Et quand ils se perfectionnent dans le perso, ça devient un usage de plus en plus majeur dans l'accès à l'information. Et ce côté un peu conversationnel qui naît dans ChatGPT, on va le retrouver aussi, et Jérémy en parlera, avec Google, notamment le moteur génératif de Google dans Google, qui, notamment dans pas mal de pays, sauf la France, donc on ne voit pas trop, va proposer des réponses générées, des réponses conversationnelles. Et donc ça va faire que ça va accentuer cette nouvelle manière de consommer et d'accéder au contenu, avec des opportunités et des problèmes que ça suscite.
Alors, Jérémy, vous prévoyez un plafond à cette accélération. Donc, ça, c'est assez intéressant parce qu'on n'en parle plus. Mais surtout, ce que vous dites, c'est que le plus intéressant dans tout ça, dans cette généralisation de l'utilisation, c'est l'effet domino et assez inédit sur l'ensemble de l'écosystème. Ouais, effectivement, depuis les réseaux sociaux, on cherche un peu la nouvelle rupture technologique. Donc on a eu les NFT, les métaverses, le blockchain. On a vu qu'a priori que c'était pas ça. Et là, avec l'IA, c'est ce que Mathieu dit, hein, c'est qu'on voit quand même que ça crante beaucoup. Il y a plein de chiffres qui sortent. Moi, il y a des chiffres que j'aime bien. C'est aujourd'hui l'IA, notamment ChatGPT, c'est 10% de la population qui l'utilise de façon active, mensuelle ou quotidienne. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pérenne et qui est là effectivement, qui va se diffuser dans le temps. Le deuxième point qui est intéressant, finalement, c'est est-ce que je suis content de mon utilisation? Et la fameuse étude que mentionne Mathieu, c'est on voit que le taux d'insatisfaction sur ChatGPT, il est moins de 15%. Donc c'est-à-dire qu'il y a 85% des utilisateurs qui trouvent leur compte dans cet outil. Et donc ça, c'est quand même top, hein. Si on fait le même sondage sur Google ou sur les autres réseaux sociaux, je ne pense pas qu'on ait que 15% d'insatisfaits. Donc c'est une techno qui en plus répond à un besoin et qui a créé un nouveau besoin. C'est-à-dire que quand on regarde un peu les différentes typologies de requêtes, la moitié des usages sur le ChatGPT, c'est des requêtes qu'on appelle du doing, c'est de la production, c'est de la création, c'est du génératif. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait dans aucun outil auparavant. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est intéressant, et je rebondis effectivement sur le plafond, aujourd'hui, c'est 700 millions d'utilisateurs actifs. Moi, j'estime qu'on va atteindre un plafond à 1,5 milliard. Alors, il ne faudra pas me prendre au mot si on dépasse un peu plus, mais pourquoi on risque d'atteindre un plafond? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on regarde qui utilise ChatGPT, c'est hyper intéressant. La moitié des utilisateurs, c'est des personnes qui ont moins de 26 ans, et c'est principalement pour un usage étudiant. Lorsqu'il y a eu le début des vacances scolaires, on a vu que les logs dans ChatGPT ont été divisés par 2 ou par 3 en fonction des pays. Donc voilà, il y a un vrai usage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre en compte, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez borné. Et que plus on monte dans les classes d'âge et plus on baisse effectivement en fonction du revenu ou du niveau d'études, on voit qu'il y a une déperdition, que finalement, c'est un outil qui est aujourd'hui assez abstrait pour tout un certain nombre de populations, à la fois en termes de catégories socio-professionnelles. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'aridité de l'UX, de l'expérience utilisateur, le fait effectivement d'avoir une application qu'on doit télécharger, etc., fait qu'on va réussir, on va atteindre un palier pour une raison aussi simple, c'est que Google est en train de déployer son ChatGPT maison. Vous avez peut-être suivi les annonces aux États-Unis. Alors, c'est quoi le ChatGPT de Google? C'est Google AI Overview et Google AI Mode. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déployé dans tous les outils Google. Et donc, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y a 9 outils Google qui sont utilisés par plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est du Gmail, du YouTube, toute la partie Google Slides, etc. Et le deuxième point, c'est que ces outils-là sont intégrés nativement. Donc, l'IA de Google est aujourd'hui intégrée nativement aux outils qu'on utilise quotidiennement. Donc, moi, utilisateur français qui utilise beaucoup Chrome, qui utilise beaucoup Google, si j'ai accès à l'IA directement dans ces outils-là, pourquoi j'irais finalement me fatiguer à télécharger ChatGPT et à refaire toute la mécanique? Autre point intéressant, je termine là-dessus. Le gros avantage de Google, c'est qu'avec Google, on a tous nourri une relation depuis 20 ans. Google collecte à tort ou à raison des données sur nous depuis 20 ans. Et finalement, ils ont réussi à tracer, clusteriser, cruncher notre donnée et notre profil. Et donc aujourd'hui, vous avez une expérience ultra personnalisée, ultra intégrée avec l'IA Google que aujourd'hui OpenAI ne peut pas proposer parce que par définition, il ne collecte pas de données ailleurs que sur ChatGPT. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'effectivement, on risque d'atteindre un plafond. Donc les acteurs historiques imitent, ça c'est une première. Alors pour remettre tout le monde au même niveau, je suis sûre que tout le monde connaît, mais au cas où, AI Overview, ce que vous racontez, c'est le fait aujourd'hui de mettre un argument synthétique en haut des pages de recherche et plus seulement des liens. C'est-à-dire qu'on a une réponse textée, un contenu extrêmement rédigé en haut de toutes les requêtes, des pages de requêtes qu'on fait aujourd'hui. Alors une fois qu'on a ces informations-là, donc nouveaux usages, des géants américains qui, pour une fois, ploient et suivent, qu'est-ce que les marques font de ça ? Les marques, elles posent beaucoup de questions. C'est-à-dire que moi, je passe mon quotidien, et je pense que Mathieu, c'est le même cas. Grosso modo, il y a deux attitudes. Il y a des annonceurs qui croient énormément, finalement, à ce qu'on va appeler le GEO. Le GEO, c'est quoi? C'est être visible sur ces nouveaux moteurs, grosso modo. Et donc, il y a des directions marketing avec qui je parle qui me disent, en fait, Jérémy, il faut qu'on arrête de travailler sur Google parce que Google est mort. Et demain, tous mes clients seront sur ChatGPT. Donc ça, c'est évidemment faux. Et donc aujourd'hui, quand on regarde les lignes de business, quand on regarde le trafic, quand on regarde le CA généré,
ça reste, en tout cas en concernant mes clients, ça reste Google d'abord. Donc il ne faut surtout pas paniquer, il faut respirer un grand souffle et dire bah, effectivement c'est un nouveau canal, il faut commencer à tester, à itérer, à mesurer, mais il ne faut surtout pas désorganiser la production. Et à l'inverse, on a l'autre posture de personnes qui sont ultra hermétiques à se lancer dans ce nouveau canal en disant ils volent mes données, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, je n'ai pas envie d'investir là-dessus, etc. Je n'ai pas la maîtrise de ma marque, comment mentionner ma marque, ce qui est vrai. Mais donc, soit on fait l'autruche, soit on préempte ce canal. Nous, on est plutôt partisans de dire, bah, ok, les règles du jeu sont en train de changer, c'est plutôt pertinent parce que ça va permettre des nouveaux entrants de rentrer. Et donc, il faut commencer à travailler ce levier. D'autant qu'on a des chiffres pour convaincre, ça veut dire effectivement une chute qu'on constate de plus en plus importante du trafic sur les sites. Oui, bah, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu comment ce graphe, hein, mais c'est grosso modo les données d'impression et de clics sur la Search Console. Donc c'est un outil gratuit qui est déployé par Google. Depuis 20 ans, la courbe d'impression et la courbe de clics se suivent de façon hyper linéaire. Ce qu'on constate lorsque Google déploie donc les fameux aperçus IA sur son moteur de recherche, aujourd'hui c'est déployé dans 200 pays, sauf la France, Mathieu l'a dit, on a finalement un désalignement entre les impressions qui augmentent et les clics qui s'effondrent. C'est moins 25%, 30%, moins 20%. Enfin, en tout cas, bref, c'est une catastrophe pour les équipes marketing. Et donc ça, on ne peut rien y faire en fait. C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec la meilleure agence au monde, vous pouvez avoir les meilleurs experts in-house. C'est une nouvelle donnée qu'il faut accepter, qu'il faut digérer. Et après, il faut adapter sa stratégie pour à la fois dire OK, comment moi, en tant que marque, je fais pour être cité dans ces aperçus IA, et comment également je fais évoluer mon reporting de performance pour prendre en compte cette nouvelle donnée. Et plus simplement piloter mes campagnes sur du clic, sur du CA, mais peut-être sur l'impression, le fait d'être cité en tant que marque. Et il y a aussi un autre chiffre dont vous m'aviez parlé en préparation, c'était l'augmentation des requêtes conversationnelles. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir faire avec deux usages. On ne va plus sur les sites de marque pour avoir une information, donc ça veut dire qu'il faut revoir sa manière de penser, ce que vous dites. Et on est de plus en plus dans la requête conversationnelle, c'est-à-dire que les marques doivent apparaître dans l'interface de la conversation. De toute façon, c'est un mouvement qui opère. C'est un mouvement qui s'opère, puis c'est un mouvement, c'est pas l'un ou l'autre. Il ne faut pas choisir Google ou ChatGPT. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que les deux s'additionnent, et surtout que depuis que ChatGPT se développe, le volume de requêtes sur Google n'a jamais été aussi important. C'est plus 10% de requêtes. En revanche, on voit que les pratiques sont quand même aujourd'hui assez segmentées, c'est-à-dire tout ce qui est informationnel, tout ce qui est de l'ordre finalement du conseil, etc., c'est plutôt du Google. La transaction également côté Google. Et ChatGPT, ça va être sur les nouveaux usages qu'on a dit, sur des usages de création, de production, de conseils avancés, etc. Point intéressant quand même, ChatGPT, les requêtes shopping, c'est plus 25%. Alors, ils partaient de zéro, donc c'est facile de faire plus 25%, mais ça veut dire quand même qu'il y a des comportements qui se calquent d'une plateforme à une autre. Alors Mathieu, sur la raréfaction du trafic sur les sites de marque, vous aviez carrément 35% la dernière fois qu'on en a parlé. Ouais, alors du coup, notre métier, c'est pas exactement le même qu'Essimos, donc on n'étudie pas les audiences de tout. Donc moi, par contre, je suis avec les équipes chez les clients et donc je pose la question. On dit, vous avez constaté combien? Et en tout cas, en Europe, on travaille avec des grands comptes, je ne vais pas les citer ici évidemment, mais en fait, ils confirment le moins 25, moins 30% de perte de trafic depuis iOverviews. Ce qui est d'ailleurs une motivation assez rapide à ce que ce sujet-là devienne un sujet de direction générale quand vous avez une perte sèche de 30% du trafic. Si votre modèle c'est la pub, c'est vraiment très très compliqué. Si votre modèle c'est le transactionnel, ils sont en train de se dire ok, il faut repenser les choses, ça m'envoie moins de trafic. Par contre, les études montrent que le trafic est pour l'instant plus qualifié parce que les IA sont considérées comme prescriptrices. Elles envoient moins de liens, mais elles ont fait ce choix-là. Donc globalement, les gens restent plus longtemps sur la page. C'est un peu les études qui sortent. Et le taux de rebond il est plus faible. Donc ça, ce facteur-là fait que quand même globalement, cette décision-là, on arrive à avoir des discussions assez haut placées parce que les gens voient bien que ce n'est pas juste un petit sujet de 2-3%, c'est assez massif et que la manière de répondre à ça, c'est aussi par des changements organisationnels. Je pense qu'on va revenir un peu sur finalement quelles sont les stratégies pour ensuite essayer de faire infléchir la manière dont les résultats générés arrivent. Donc il y a bien sûr l'optimisation SEO, on va dire classique et essentielle, mais après il y a d'autres stratégies qui vont commencer à être à l'œuvre parce que les IA analysent l'intégralité du web. Donc quand votre intégralité du web devient du gasoil pour potentiellement remonter dans les moteurs génératifs, ça devient un sujet qui dépasse les barrières dans les organisations et les gens vont devoir plus travailler ensemble au service aussi de ce sujet-là.
Alors, si maintenant on clique plus sur les sites, donc à quoi sert est-ce que finalement la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Google est mort? Puisque le modèle, on est en train de dire qu'on est en train d'enterrer un modèle pour les marques, j'achète du mot-clé, je clique sur les sites, tout ça, ça ne fonctionne plus. Donc est-ce que c'est la fin de Google aussi? Alors, la fin de Google, ça fait 25 ans qu'on l'annonce. Et comme vous le savez, la courbe de croissance de Google, elle est comme ça. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur leur courbe de croissance et je pense que ça va rester un acteur dominant à la fois dans le search, mais à la fois sur l'IA. Sur l'IA, les modèles d'IA génératifs de Google sont très avancés. Hein. Vous avez peut-être tous testé Nano Banana. On voit que c'est un truc quand même super qu'ils ont réussi à mettre en place. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Autre point intéressant, c'est que ChatGPT, Perplexity, etc., aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent l'index Google en partie pour pouvoir générer les réponses. Donc ils ne sont pas autonomes dans la production et la restitution de l'information. Donc il y a une dépendance quand même entre les deux acteurs, qui est quand même assez intéressant. Mathieu, Google est mort ou pas? Non, Google est évidemment pas mort. Alors, moi, je passe aussi beaucoup de temps parce que, effectivement, j'allais dire presque par facilité, on va parler de ChatGPT qui, dans l'inconscient collectif, représente l'IA aux yeux du grand public. Mais effectivement, et donc il y a beaucoup d'ailleurs d'annonceurs qui vont déployer les solutions Google en IA, et j'interviens beaucoup dans le cadre de ces formations. Et souvent, les gens disent ah là, on est dégoûté, on nous a mis les solutions Google et pas de ChatGPT. Donc, il y a les a priori, on l'a vu. Je leur dis mais non, en fait, les solutions de Google sont aussi bien qu'un chat GPT, sinon en vrai meilleur. Les solutions, alors sur du textuel, donc on va avoir du chat GPT versus du Gemini. En vrai là, les modèles sont quand même relativement bien et pour voir des variances, il faut déjà avoir des niveaux d'utilisation qui sont assez extrêmes. Mais le nom a fait sourire. Je pense que c'est clairement une opération marketing. Nano Banana. Nano Banana, c'est quoi? C'est le mid-journée de Google. Le modèle, nous on est une agence de com, de créa. Le modèle est proprement monstrueux. C'est-à-dire que vraiment là, vous pouvez faire du Photoshop au prompt avec des résolutions assez élevées. Nous, à partir du moment où ça a été déployé, toutes les équipes de com de l'agence se sont mis dessus. C'est d'ailleurs une des motivations de pourquoi Gemini est devant ChatGPT en téléchargement depuis environ 15 jours. Parce que le grand public s'amuse à faire un tas de trucs rigolos avec Nano Banana et vas-y que je me mets en années 70, etc. Donc en fait, la traction des modèles Google est extrêmement fort et notamment le modèle aussi vidéo qui s'appelle VO3 est extrêmement puissant. Là, vous allez commencer à avoir des spots télé qui vont sortir avec du modèle vidéo. Donc Google n'est clairement pas mort. Google a été a mis du retard à l'allumage. Et ChatGPT a imprimé la rétine, mais le moteur n'est pas mort. Donc il va falloir composer. Et si Google réagit, ce qu'ils sont en train de faire sur la manière de rechercher, ça va changer. Encore une fois, les gens vont aller sur Google, mais il y a fort à parier que dans les quelques années à venir, l'usage sera plus simplement une liste de liens commerciaux sans contexte, sans valeur informationnelle forte, mais qu'ils vont importer les briques de réponses génératives et conversationnelles comme nouvel usage et manière de faire. Donc ça, c'est ce qui va probablement se passer. Ça ne va pas changer. Mais Google va être toujours un acteur majoritaire. Tout comme à la fin, Microsoft sera toujours là, OpenIA sera arrivé, mais à la fin, c'est un peu les mêmes noms quand même qui vont rester dans le temps. Mais ce qui ne va pas changer, je crois, c'est ce mode conversationnel. Et on voit bien que l'usage marche bien. Les gens commencent à utiliser plus de vocal, commencent à faire des questions en entier. Et l'expression des besoins, parce que les gens ont compris, c'est qu'ils peuvent aller à un niveau de granularité beaucoup plus fort, aussi dans les requêtes. C'est pas je dois acheter quoi comme voiture, c'est je vais acheter une voiture, j'ai 3 enfants, et puis moi je roule à la montagne, et puis je suis électrique. Et donc c'est ce sujet-là de précision, de personnalisation outrancière, c'est probablement ça, en termes d'usage, qui va rester, et les gros acteurs majoritaires vont rester quand même dans la course. Donc Google n'est pas mort, je partage le point. Donc on comprend qu'il faut garder la tête froide, on comprend qu'il ne faut pas désinvestir forcément de certains sujets, mais on ne comprend toujours pas comment on émerge sur ChatGPT. Donc là, la question, je vous la pose, voilà, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait qu'il faut garder la tête froide, comment on fait sur le sujet qui nous intéresse? C'est la question à 1 million. Alors il faut être modeste, c'est-à-dire que c'est une discipline nouvelle, et nous on est dans l'empirisme. Ça fait 1 an qu'on accompagne un certain nombre de clients et on teste. Et alors, il y a beaucoup d'échecs, il y a un peu de succès. Donc les succès, on les met de côté, on dit ah, ça c'est un pattern qui fonctionne. Grosso modo, il y a quand même 3 éléments quand même différenciants. Le premier, il est ici. C'est que historiquement, les directions marketing qu'on accompagnait optimisaient la visibilité de leur site web. Donc les actions de search, de SEO, SEO technique, sémantique, etc. étaient faites sur le site. Demain, pour émerger sur les moteurs IA, il faut optimiser ce qu'a dit Mathieu, finalement, tout l'à côté. C'est-à-dire tous les points de contact où la marque est mentionnée. Ce sont des points de contact sur lesquels on a un contrôle, c'est-à-dire notre chaîne YouTube, par exemple, les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, qui aujourd'hui ont une vocation à être indexés
sur Google, mais également sur ChatGPT, mais également optimiser les points de contact sur lesquels la marque est mentionnée. On pense à Reddit, on pense au site d'Abi, etc. Donc là, il faut que les équipes marketing investissent, échangent, communiquent, affinent leurs assets. Ça, c'est le premier chiffre qui... Il faut me dire, hein, pour les slides, hop, c'est ça? Ouais, non, c'est le premier. D'accord. Okay. Et après, il y a effectivement le deuxième changement qui est hyper structurant, c'est que historiquement, les marques se battaient pour les mêmes requêtes. Je prends l'exemple de l'assurance, assurance auto. Tous les leaders de l'assurance auto faisaient travailler leurs équipes SEO pour être numéro 1 sur assurance auto, parce que si on est numéro 1 sur assurance auto, on capte 80% du marché. Avec les moteurs de GenAI, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de requête assurance auto. C'est-à-dire que ce sont que des requêtes très longues. La moyenne, c'est 23 mots dans une requête. Et donc, c'est difficile d'aller travailler toutes ces requêtes-là. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on passe d'un marché qui était très verticalisé à un marché qui est horizontalisé, avec plein de requêtes que l'on va essayer de travailler en tant que marque. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, il n'y a plus de rente de situation, de monopole. Et donc, ça laisse la place à des entrants. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sémantiquement, on va essayer de travailler plein de niches. C'est-à-dire que je ne vais plus chercher assurance auto, mais je vais chercher peut-être quelle est la meilleure assurance auto à Créteil pour mon enfant de 18 ans. Et donc ça, c'est un contenu qui doit être réfléchi par la marque, qui doit être créé par la marque et qui doit correspondre finalement à une intention de recherche assez nouvelle. Des choses à ajouter? C'est exactement ça, et c'est là où ça donne mal à la tête, parce que le diagnostic est simple, les réponses le sont beaucoup moins. Et là, quand on commence à dire, en fait, tes mots-clés, c'est sympathique, mais maintenant, il va falloir faire des choix parce qu'on ne pourra pas tout traiter. Derrière, vous avez quand même les enjeux de production de contenu. Et ce n'est pas que le site, c'est le social, c'est l'influence, c'est les actions PR. Donc, c'est tout ça qui est coordonné. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des points de bascule aussi qui s'opèrent. Reddit, typiquement, c'est aux États-Unis ce qui va être consommé en majorité par les IA. Pour l'instant, ça peut peut-être changer, mais pour l'instant, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Pardon. Elle est où, Reddit? C'est peut-être après. La slide Reddit. C'était après. Bon, on va la trouver. Je vais refaire l'effet de presse. C'est après. C'est après. C'est après. On va directement passer à Reddit. On va la trouver. Donc pourquoi c'est comme ça? En fait, Reddit, d'une part, c'est donc des subreddits, donc c'est vraiment des forums, et vous allez avoir des gens en fait qui vont avoir justement fait ces requêtes sémantiques en disant je cherche une voiture dans laquelle je peux mettre 3 sièges auto à l'arrière parce que dans ma Clio. Enfin, je sais pas, un truc très précis. Et donc les constructeurs n'ont pas forcément fait ce genre de contenu. Par contre, vous avez peut-être quelqu'un qui a posé cette question sur Reddit, en France ou aux États-Unis, et vous allez avoir plein de gens qui vont avoir contribué à la réponse là-dessus. Donc vous avez énormément de production de contenu fait par les utilisateurs, donc relativement moyennés, qui vont correspondre assez fortement avec des requêtes que les gens vont pouvoir taper dans ChatGPT ou Gemini. Donc là, vous avez une corrélation entre l'intention dans ChatGPT et potentiellement le matériel à disposition sur Internet qui correspond de manière précise à cet usage-là. Et comme Reddit est un domaine qui est extrêmement puissant, vous allez avoir à la fois un domaine qui est très puissant, énormément de conversations qui existent déjà, et donc vous allez avoir forcément une consommation importante de cette plateforme-là par les IA. D'où le fait que Reddit va devenir, en 2026, il y a déjà des discussions en cours, un enjeu assez stratégique pour les marques, pour se dire, en fait, on n'avait pas du tout investi ce sujet, mais en fait, là, le nombre de personnes qui utilisent Reddit quotidiennement en France, il a doublé en année glissante, et ça va être important. Instagram, pour prendre un autre exemple, était une plateforme que tout le monde connaît. Depuis le 10 juillet, Zuckerberg a dit maintenant Instagram devient référencé sur Google. Donc vous aviez un réseau social qui était tranquillement dans son écosystème, qui aujourd'hui maintenant peut être indexé dans Google avec les contenus du Google Images, du Google. Donc votre Instagram devient votre nouveau site Internet. Alors les clients disent oui, mais TikTok, est-ce que... En fait, on ne sait pas aujourd'hui, tout le contenu TikTok n'est pas forcément indexé, mais il suffirait d'un bascule pour dire que maintenant, cette masse de contenu devient complètement indexée sur Google pour que tout ce catalogue de contenu vienne aussi être indexé et donc vienne nourrir les IA. Donc la philosophie derrière, c'est que finalement, tout contenu que l'on commence à produire doit certes nourrir les objectifs historiques, doit certes continuer à faire du reach sur TikTok, etc., mais doit aussi être pensé au prisme d'une consommation, j'allais dire de l'intention, pour pouvoir être consommé par les IA et potentiellement croiser de la longue traîne sur de la requête. Donc en tant que marque, si je comprends bien, on doit alimenter les sites qui eux-mêmes sont référencés sur Google, puisque c'est Google qui sert de base à ChatGPT. On est là-dessus en fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer de produire du contenu qui va être le plus
c'est un peu stupide, mais le plus insighté possible. Si on est dans des grandes généralités dans mon contenu, en fait, ça va probablement pas croiser les requêtes que les gens vont taper, donc ça va pas ressortir. Donc tout le sujet, donc là vous avez tout un tas de contenus qui marchent, hein, sur le comparatif des top 10 de frigo à consommation énergétique A, donc c'est un truc un peu anglais. Donc là si vous voulez être intéressé, si vous avez des choses à raconter, ça va être intéressant de faire ce genre de contenu un peu versus, un peu comparatif et à forte valeur informationnelle sur une requête. Donc les contenus génériques classiques que par exemple on fait sur les réseaux sociaux, ils ont toujours de la valeur pour servir dans l'écosystème social, mais dans un monde qui devient de plus en plus recherche globale, en fait, cette réflexion sur comment j'angle mon contenu pour qu'il touche la personne, mais qu'en même temps, il nourrisse l'algorithme pour qu'il ressorte dans une optique de requête, c'est aussi des réflexions qu'il faut commencer à avoir. Et TikTok, par exemple, c'est un bon exemple. Alors, ce n'est pas encore indexé forcément dans les moteurs de recherche, mais les contenus TikTok peuvent ressortir de 2023 si vous avez fait une intention de requête qui est importante. Donc, la notion de date, de récence, elle n'est pas forcément présente sur une plateforme comme TikTok. En revanche, l'intention sémantique du contenu, au-delà dans les codes TikTok, c'est ce qui va permettre de faire remonter ce contenu-là dans du moteur de recherche de TikTok, qui est utilisé très majoritairement, notamment par les 18-25 ans. Mais comme je dis, 18-25 ans, ils ne restent pas à 18-25 ans. En fait, ces gens-là, après, ils vieillissent. Et du coup, les usages bougent un peu, quoi. Donc, en fait, si je résume le portrait chinois de l'émergence chez ChatGPT, c'est pertinence contextuelle, donc avec de plus en plus d'articles comparatifs, très niche. La récence de l'information, c'est ce que j'ai retenu. On avait aussi parlé en préparation de la qualité sémantique, et on avait également parlé de, et ça me fait plaisir, de l'autorité des sites où l'autorité peut être un retour des médias traditionnels. Ça veut dire l'autorité de la source qui cite et qui peut jouer. Alors exactement, l'autorité, c'est-à-dire encore une fois, il va falloir faire en sorte que les sites historiques qui ont un contenu pertinent continuent à maintenir des actions fortes, des actions d'influence, pour que ces actions d'influence soient aussi reprises dans d'autres médias à forte autorité. Donc là, on est sur des mécaniques, on va dire, relativement classiques, mais qui vont, à mon sens, et je pense que Jérémy partage le point, qui vont s'amplifier dans leur importance demain avec les moteurs génératifs. Ce qui veut donc dire que, encore une fois, il y a un sujet organisationnel pour que tout ce petit monde travaille ensemble. Aujourd'hui, les organisations, ça va être les équipes de content, les équipes CRM, éventuellement les équipes acquisition, les équipes social, etc. Et les gens ont des indicateurs individuels de performance qui ne sont pas forcément convergents sur ce qu'ils vont pouvoir aller chercher. Si demain, tout va servir à remonter, il y a des nouveaux KPIs qui doivent exister, qui doivent être peut-être cohérents et partagés entre différents services. Et il y a aussi un effort collectif, et donc il faut que les gens se parlent, pour que cette production de contenu global, social, UGC, Reddit, content, viennent servir un objectif commun. Donc c'est vraiment des choses, encore une fois c'est de l'empirisme, mais c'est vraiment des choses que l'on pressent. Le but à la fin étant qu'il y aura moins de place potentiellement pour 10 réponses. Par contre, il y aura quelques contenus qui seront hyper bien sourcés, mais qui seront du contenu à forte valeur informationnelle pour l'utilisateur. Donc ça va probablement permettre aussi de faire un rehaussement du niveau qualitatif dans ce qui va être produit au service de toujours plus de proximité pour servir le besoin des gens. Jérémy, vous me disiez finalement c'est refaire du marketing comme avant. Ça veut dire chercher la citation. Et voilà, donc c'est ça. Oui, tout à fait. Moi, je suis hyper optimiste avec cette nouvelle vague. Aujourd'hui, être numéro 1 sur Google, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire que la marque ou le produit est le plus en corrélation que la requête. Ça veut simplement dire que l'acteur qui est numéro 1, c'est l'acteur dont l'équipe SEO est la meilleure. Parce qu'on connaît un peu tous les cheat codes pour être numéro 1. Là, aujourd'hui, pour être numéro 1, en tout cas pour être cité sur ChatGPT et consorts, ça repose sur quoi? Ça repose sur le fait que la marque brille sur tout un tas d'écosystèmes qu'on a vus. Donc je trouve effectivement que c'est un retour au marketing tel qu'il aurait toujours dû rester, on va dire. Et donc ça veut dire quoi pour les équipes marketing? C'est-à-dire qu'il va falloir travailler l'empreinte de marque, la notoriété, le fait d'être visible, le fait d'être cité dans des contextes positifs, etc. Et je trouve que c'est quand même plutôt ça, et c'est plutôt serein, enfin sain, et ça aurait dû rester effectivement notre métier et notre objectif. Alors vous me disiez par contre, il va falloir complètement repenser la manière en tout cas de gérer ce volet-là, et notamment avec un changement de KPI. Oui. On peut plus, il faut laisser tomber ce qui va être dur pour certains directeurs marketing, laisser tomber la course au clic, mettre de nouveaux KPI en place, changer d'état d'esprit. Donc c'est pas non plus, c'est quand même une conduite au changement importante. Ouais, très bien. Je vous montrerai peut-être une slide. Si on la retrouve, parce qu'on est ouais, complètement... on la trouve. Ouais, je ne sais pas si c'est comme on met play. Hop, non, c'était celle-ci. Hop, pardon. Ça se lance ou pas? Je ne sais pas.
On peut appuyer sur action, ou je ne sais pas si ça. C'est à moi? Pour mettre play. Je vous laisse. Voilà, vous pouvez lancer. Ouais. Non, mais effectivement, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a un besoin des marques de piloter. Donc là, je vous montre, c'est un outil que nous, on a développé. C'est un outil qu'on met à disposition de nos clients. Donc il y a 600 clients aujourd'hui qui l'utilisent. C'est pour piloter sa visibilité sur les moteurs LLM, à la fois en termes de taux de visibilité, à la fois là, on voit les prompts, les top prompts, etc. Et puis après, on peut aller cruncher la donnée, deep diver pour finalement voir à quel point on remonte, etc. Donc je l'ai fait sur Eskimos. La bonne nouvelle, c'est qu'on est numéro 1 nous, sur l'univers des agences SEO sur ChatGPT, mais c'est surtout ces données-là, elle est accessible et ça vous permet de prendre des bonnes décisions. Qu'est-ce qui change en fait dans le prisme de travail? C'est que les marques, en tout cas les directions marketing, on est à la fois drivé sur des KPI très court-termistes, c'est peut-être votre cas d'ailleurs, et en tout cas moi ça l'était quand j'étais chez Annonceur, et on est aussi drivé sur des KPI type clic, CA généré, revenu, etc. Là, avec ChatGPT et consorts, ce ne sera plus le cas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le taux de clic sur ChatGPT? Donc, je vois une réponse qui s'affiche, il y a un certain nombre de liens. Combien de personnes vont cliquer sur ces liens? Je vous donne la réponse, c'est moins de 1%. Donc, c'est epsilon. Et quand on regarde, nous, le trafic généré par ChatGPT sur nos clients, on a un baromètre qui est publié chaque mois, qu'on met à disposition aussi du marché. On est à 0,66% du trafic qui vient de ChatGPT, Perplexity, Gemini, etc. Donc si on continue à regarder avec les mêmes lunettes qu'aujourd'hui, on va prendre des mauvaises décisions, on va être déçu, on va comprendre, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut effectivement dézoomer et prendre toute la partie haut de funnel. C'est quoi? C'est les impressions, c'est le nombre de mentions, le nombre de citations, et les impressions aussi positives. Parce que c'est bien d'être cité, mais si on est cité négativement parce qu'on se fait allumer sur Reddit, ce n'est pas un bon KPI, c'est plutôt quelque chose qu'il faut réussir à changer. Donc ça, effectivement, ça suppose une nouvelle façon de penser. C'est vrai pour la direction marketing, mais c'est vrai aussi surtout pour le top management, parce que le CMO aujourd'hui, il reporte à son C-level qui lui demande finalement combien tes actions marketing vont générer. Aujourd'hui, on sait bien à quel point c'est difficile d'aller négocier des budgets de notoriété sur la télé, sur autres. On nous dit ça va nous générer combien, et on ne peut pas dire ça va nous faire gagner 1 point de taux de mémorisation. Ça, c'est un discours qui a de plus en plus de mal finalement à cranter. Et là, avec ChatGPT et consorts, c'est typiquement ce type de discours qu'il va falloir réarmer et faire comprendre auprès des top management. En sachant que votre outil est capable de montrer à chaque fois, c'est ce que vous montriez, non, c'est pas là, toutes les sources en fait qui font autorité sur le sujet en question. Ouais, hyper intéressant. C'est-à-dire que le marketing à l'ancienne, pourquoi c'est un retour? C'est parce que par exemple, en SEO, comme vous le savez, on a un enjeu à être cité par des sources et donc on achète des backlinks. C'est une transaction finalement qui s'opère. Là, sur la partie ChatGPT, il faut qu'on maximise le volume de mentions. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans les analyses et les études que l'on mène avec nos clients, on voit que les médias traditionnels, les médias sectorisés, verticalisés sur une thématique donnée, ont un jus SEO, en tout cas sont survalorisés par les moteurs LLM. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, nos clients, on leur dit contactez tel et tel média pour mettre en place un dispositif de RP, de brand content, de partage, de mentions, etc., de mise à jour de tableaux sur la partie comparaison et autres. Et donc ça, c'est intéressant parce que les éditeurs qui ont très peur de se faire voler leur trafic par ChatGPT, et à raison, parce qu'ils vont l'utiliser et puis le restituer, vont potentiellement trouver une porte de sortie avec les annonceurs, parce que les annonceurs vont avoir un intérêt stratégique et économique à être cités par ces mêmes médias. Et au-delà de ça, il y a aussi la manière, parce que le côté historiquement de Google, c'était souvent, je fais une requête, j'ai un résultat, je clique, donc il y avait un côté billard à une bande. Quand on est dans les modèles génératifs, on est dans des logiques de conversation. Et donc en fait, la personne peut attaquer par une conversation, avoir une réponse, en fonction de la réponse, réagir, réaffiner. Une anecdote, mais qui n'en est presque pas une. Nous, hier, on a récupéré un appel d'offres parce que la personne, elle a utilisé ChatGPT, elle a mis son brief dans ChatGPT et elle a posé des questions de est-ce qu'ils ont déjà, je cherche des agences qui ont travaillé dans la pharma et qui n'ont pas de casserole et qui ont plutôt une note glace. Donc en fait, les critères quelque part qu'elle va faire, c'est pas en un coup. En fait, ça va être également dans l'empirisme. Et donc c'est pour ça que ça devient très compliqué parce que c'est pas toujours que une seule requête, même si elle est en phrasée, ça va être en plusieurs fois et en fonction de ce sujet-là, l'IA va pouvoir déjà apprendre ce que la personne, par ce quoi la personne est intéressée. Donc ça peut être vrai à un instant T, mais ça peut revenir le lendemain. Les IA vont avoir de la mémoire de plus en plus, donc elles vont aussi apprendre. Et donc ça va aussi venir jouer sur les KPIs que l'on veut regarder,
il y a des choses qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui parce que tout ça c'est nouveau, mais la citabilité conversationnelle, pour citer un mot rigolo, ça peut être des sujets qui sont quand même de plus en plus intéressants et qu'il va falloir compter, enfin qu'il va falloir arriver à mesurer d'une manière ou d'une autre, à essayer de comprendre comment ces usages-là fonctionnent. Donc il y a un champ à construire, mais encore une fois, ça va venir à côté de ce qui est fait traditionnellement, mais ça va, je pense, prendre de plus en plus de place, encore une fois, parce que les gens vont avoir ce genre d'outils dans leur poche avec leur téléphone, donc il y a une proximité et une facilité avec j'ai besoin d'un truc, je demande à ChatGPT en texte ou en vocal, et je vais avoir un résultat. Donc c'est un peu un usage qui est nouveau, et qui, parce qu'il est nouveau, il y a des nouveaux KPIs à imaginer. Et c'est un gros travail, comme disait Jérémy, c'est un gros travail de pédagogie, parce qu'avant de passer à l'action, il y a à essayer de mettre aussi tout le monde dans ce bon mindset. Si les décideurs ne sont pas eux-mêmes super utilisateurs de l'IA, vous pouvez avoir un côté encore un peu science-fictionnel. Donc il y a un gros travail effectivement de sensibilisation maintenant, parce que le risque à la fin, c'est si les actions ne sont pas prises, c'est que ça devienne avec des investissements médias, parce qu'il va falloir compenser extrêmement le fait que les actions initiales n'ont pas pu forcément être faites dans le bon timing. Donc, comme on a un peu parti dans tous les sens, je résume. Aujourd'hui, sur ChatGPT, on communique sur toutes les plateformes, malheureusement. Enfin, les prix, enfin, il n'y a pas de choix à faire. Et je crois que l'un de vous deux me disait que ceux qui font des choix peuvent le payer très cher à court terme. Donc, on continue à communiquer sur toutes les plateformes qui alimentent le moteur. Beaucoup de pertinence contextuelle, de la récence. Donc tout le monde est concerné, TikTok, Instagram, Google, surtout Google. Est-ce qu'on a d'autres, j'essaye de résumer tout ce qu'on s'est dit, hein. On a aussi parlé de récence, vitesse de site. Sur la vitesse, après c'est les critères, on va dire classiques SEO, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous avez, alors les systèmes ne sont pas exactement les mêmes entre un Google et un ChatGPT. ChatGPT qui va s'appuyer sur Google, et Google étant Google, il s'appuie sur lui-même. Mais vous allez avoir Google qui va pouvoir aussi interroger, quand vous tapez une requête dans l'AI Overviews, donc son modèle génératif, va pouvoir essayer de comprendre l'intention de l'utilisateur derrière sa requête et sous-créer lui-même des intentions et aller scanner lui-même tous les sites qui vont répondre sur cette intention-là, tout lire, tout digérer et faire une restitution. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut que les sites ils aient le bon contenu, qui répondent rapidement, pour que dans cette masse d'informations, Google et l'IA fassent un choix qui est un choix, on va dire, d'objectivation, qui est de dire ce contenu-là, il est pertinent par rapport à l'intention que l'utilisateur avait derrière. Donc c'est vraiment ça qui est complexe. Alors après, Meta et consorts, ils vont avoir des autres outils, mais réfléchir sur vraiment l'intention et d'avoir après des sites optimisés sur la récence, le contexte, etc., les mécaniques habituelles, c'est les choses sur lesquelles il faut évidemment travailler. Et revoir, en tout cas, accepter de revoir son organisation, ses idées reçues, et la manière dont on travaillait avant, et voilà, pour pouvoir mesurer différemment l'apport à la marque. Est-ce qu'on a des derniers conseils? Il nous reste 5 minutes, on peut peut-être en utiliser une partie pour des questions-réponses. Est-ce qu'on a des derniers conseils à donner aux marques qui, justement, veulent travailler et s'emparer de ce sujet-là, à part de se faire accompagner par des experts comme vous? Est-ce qu'on a d'autres choses à leur dire? Bon, je me permets un peu d'auto-promo, mais je pense que le premier conseil, c'est de s'informer. Donc là, nous, on publie dans une semaine les baromètres géo par industrie, de savoir quels sont un peu les leaders de votre industrie. C'est 1200 acteurs audités avec des sous-catégories. Donc, vous pouvez les télécharger, c'est gratuit. Donc, premier conseil, c'est s'informer, consommer de l'information. Et deuxième conseil, moi, je pense que l'enjeu avec ce nouveau canal, il n'est pas technique, il n'est pas technologique. C'est un enjeu de gouvernance d'entreprise, en fait. Pourquoi? Parce que grosso modo, si on fait du géo, si on part du principe que géo, c'est du SEO, donc c'est-à-dire que si on agit de la même façon, on sera forcément déçu et les résultats ne seront pas au rendez-vous. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les équipes réseaux sociaux, les équipes marques, les équipes search travaillent ensemble. Pourquoi? Parce que tout le contenu produit de l'organisation, peu importe son réceptacle, a vocation d'une façon ou d'une autre à être indexé, crawlé par les robots Google, mais également par les autres robots. Et donc je pense que c'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est de faire en sorte qu'on ait une stratégie un peu globale. Donc c'est facile à dire ici et assis. Je sais que c'est pas du tout facile à mettre en place, mais je pense que si on n'a pas compris ça, le reste de la machine ne peut pas dérouler et du coup on se retrouvera effectivement à des retours en disant je comprends pas, je suis numéro 1 sur Google sur telle requête et sur ChatGPT j'émerge pas. Oui, parce qu'en fait la mécanique elle est quand même sensiblement différente. Être bon en SEO c'est la base, c'est un prérequis, mais c'est pas ce qui va vous permettre d'être visible sur ces nouveaux moteurs.
je complète juste. Encore une fois, autant Google, on va avoir des règles établies, autant là, on est sur un territoire où on voit qu'il peut y avoir des baisses de trafic de 30%, mais les règles n'existent pas. Donc du coup, c'est quand même assez stressant cette affaire. Et je rejoins complètement sur le premier sujet, c'est de s'informer. Et j'ajoute aussi que le premier sujet, c'est de se forcer, même si on n'a pas envie, à soi-même utiliser les IA génératives. Non pas pour remplacer, mais pour comprendre les mécaniques à l'œuvre de ces fonctionnements. Comprendre c'est quoi la mécanique conversationnelle. Essayer de comprendre comment je relance une conversation et pourquoi à un moment l'IA va me répondre ça. Donc en fait, moi, il y a beaucoup de gens, notamment plutôt haut placés dans des agences, ils me disent moi, j'utilise pas l'IA générative. Par contre, je vois bien ma fille ou mon fils qui a 20 ans ne passer que par ça dans sa mécanique. Donc les gens, même s'ils ne l'utilisent pas, ils observent, ils voient bien les changements d'usage. Donc pour comprendre ce qui se passe, pour essayer de sentir un peu le pouls, il y a certes lire des choses, mais il y a aussi essayer de pratiquer soi-même pour comprendre les usages qui sont en train de changer et la manière dont les IA vont répondre et comment elles vont un peu vous nudger le cerveau pour dire pourquoi à ce moment-là elle me dit que cette tondeuse elle est super et pourquoi du coup j'ai plus envie de cliquer sur ce lien versus une pub traditionnelle parce que c'est dans la conversation, elle veut dire j'ai bien compris ton besoin, du coup par rapport à ton besoin je pense que cette tondeuse elle est bien, donc elle fait un rôle de prescription et du coup ce rôle-là, comme on estime que c'est un robot et que c'est une intelligence artificielle, et ben en fait, les études montrent qu'on lui fait confiance globalement. Donc, du coup, si elle vous dit que ce casque audio, cette tondeuse est bien, vous avez une tendance supérieure à l'acheter versus une pub potentiellement qui peut être ma tondeuse, elle est trop bien, achète-le. C'est une sorte de tiers de confiance. Qui ne l'est pas totalement puisqu'elle est nourrie par ce que les annonceurs vont faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est aussi un peu perçue comme une sorte de tiers de confiance. D'où le fait que ça emmène de l'augmentation, une augmentation de trafic croissant et des taux de visite un peu plus longs et des taux de rebond un peu plus faibles. Donc, pour se rendre compte de ça, parce qu'on est sur des mécaniques cognitives, j'invite tout le monde vraiment à utiliser ça dans son quotidien, à essayer de se systématiser, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, pour comprendre comment ça fonctionne. Et je voudrais terminer sur le mot de la fin. On avait aussi beaucoup parlé de nourrir la marque, donc à l'ère de l'IA finalement, plus que jamais. Et les stratégies de contenu qu'on a évoquées semblent le confirmer. Il faut nourrir sa marque et ne pas la dégrader, la nourrir en contenu, la nourrir ad vitam aeternam. C'est ça le sujet aujourd'hui ? Oui, alors c'est toujours le sujet, est-ce qu'il faut faire de la com ou du marketing ? La réponse est les deux. Les études montrent, c'est si on baisse la com et qu'on met le marketing dans le temps, fait que ça érode effectivement la marque. Et si on ne fait pas l'autre, on va avoir des problèmes plutôt court-termistes. Donc globalement, c'est les deux à travailler ensemble. C'est pas l'un ou l'autre. En fait, ça complexifie significativement le travail des équipes en place. Mais pour autant, c'est quand même un des enjeux qui est majeur aujourd'hui parce que ma conviction personnelle, et peut-être que l'histoire donnera tort, c'est que je pense que ce sujet-là va devenir un usage assez standard de l'accès à l'information sur Internet et que donc en fait c'est tout un tas de pratiques qui vont devoir évoluer. Donc le sujet du renfort de marque et du poids de la marque reste essentiel, mais ça n'a jamais, ça a juste été pensé que c'était moins important, mais ça reste hyper clé. Jérémy, le mot de la fin ? On a tout dit ? Ouais, non, je souscris. Vous savez, en marketing, il y a un paradigme qui dit si vous avez 100 euros, comment je l'investis entre la marque et la performance ? Il y a eu plein de tests, il y a des startups, bootstraps, etc., qui ont plutôt mis tout sur la performance et on voit que à long terme, ça fonctionne à court terme, mais à long terme, ça ne fonctionne pas. Et le paradigme un peu commun, c'est de dire je mets 60 euros sur la marque et 40% sur la performance. Et je pense que c'est un bon paradigme, mais peut-être qu'avec l'IA, on risque même d'accentuer un peu plus sur la marque. Donc c'est quelque chose à avoir en tête et à tester avec sa propre entreprise. Je vous remercie beaucoup. C'est la fin de ce premier jour de festival.